Rebonjour tout le monde. On va avoir notre première conférence de la journée, pour la deuxième journée des EGC du coup, avec Mathieu Blin qui va nous faire une conférence sur les contraintes du jeu vidéo en réseau. Mathieu, tu es ancien programmeur à Ankama et Wildship Studio. Tu es maintenant développeur senior à Piece of Cake Studio depuis plus d'1 an. Et en plus du game design, du graphisme, tu es aussi formateur et as des compétences de formateur et de management qui aujourd'hui du coup nous t'emmène à faire la conférence sur le réseau et le jeu vidéo. Je vais te laisser faire ta conférence. Merci beaucoup à toi. Bonjour à tous. Donc effectivement, là vous voyez, j'avais mis plein d'icônes. Parce que j'avais prévu de me présenter. En vrai, j'ai complètement craqué le timing de cette conf. Donc, de toute façon, j'aurais pas eu le temps. Donc, c'est parfait. Merci, Malou. Donc, oui, ça fait un paquet d'années. En fait, ça fait 20 ans que je travaille sur des jeux online. Et du coup, quand on m'a dit, quand il y a un des élèves d'ici qui m'a dit, est-ce que tu viendrais pas faire une conf? J'ai pas trop hésité à dire que bon, ça allait être une conf sur le online. Par contre, le titre est un peu craqué, ça va peut-être en décevoir certains ou pas. Parce qu'au niveau des contraintes, c'est pas... Vous avez bien compris qu'à la base, je suis programmeur. Je suis plus versé dans la technique. Et c'était plus naturel pour moi de faire un sujet technique. Si je le faisais, je pense que j'aurais vraiment pas eu beaucoup de personnes qui auraient suivi. Et en vrai, moi j'adore les conférences super techniques. C'est mon dada, mais ça sert pas à grand chose. Et en vrai, il y a des conférences techniques, il y en a déjà tellement sur le réseau. Il y a des super conférences, directement je fais des recos sur la GDC, la conférence Overwatch, la conférence de Destiny. Elles sont super. Il y a des tas de blogs qui expliquent superbement bien, mieux que moi, la technique de réseau, sur comment on met un jeu vidéo online. Donc c'est pas ça que je voulais présenter pendant cette conf. Non, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est tout le monde, sauf les programmeurs. Voilà. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc en partie les producteurs, en partie vous allez voir, je vais parler des artistes, je vais parler des game designers. On va en parler de tout, parce que je me suis rendu compte, là en 20 ans d'XP à travailler sur plusieurs boîtes, sur plusieurs projets et plein de teams différentes, que le souci c'est pas tant que les programmeurs connaissent pas les contraintes, c'est que les autres équipes ne connaissent pas les contraintes. Et ça, pour moi, pour ma vision personnelle, donc chacun doit prendre du recul par rapport à son expérience, pour moi c'est un petit souci, c'est un mini souci. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une conf utile pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et donc du coup, de faire vraiment de la vulgarisation. De la vulgarisation, alors... Je suis sûr qu'il y en aura pour tout le monde. Même si vous êtes techos, vous allez voir, vous allez en prendre des trucs. Donc c'est vraiment, vous connaissez bien cette série de bouquins, je pense. Donc apprendre le développement d'un jeu online, un jeu multijoueur online pour les noobs, si je dois faire à peu près le même jeu de mots. Tous mes slides sont en anglais, c'est une habitude, c'est pas très grave puisque de toute façon je parle, j'ai décidé de le faire en français. Et on va s'axer sur 3 axes. Donc d'abord, je vais vous expliquer ces fameuses contraintes, en fait ces problématiques qu'on a besoin de comprendre pour faire des jeux en réseau. Ensuite, on va parler de tools. Et oui, je répondrai à la fameuse question que plein d'étudiants se posent entre c'est mieux Unity ou c'est mieux Unreal? Voilà, je répondrai à ça. Et je répondrai d'une manière tranchée, pour une fois. Et à la fin, je vous donnerai des petits tips de producing. Alors ce sera vraiment en termes larges, vraiment un scope large sur comment ça peut se passer, quelles sont les stratégies à avoir. Donc on va commencer d'abord par les bases, savoir le sujet, savoir les contraintes, qu'est-ce que ça veut dire, donc tout ça, multiplayer online, qu'est-ce que ça veut bien dire derrière ces mots. Donc le premier mot, c'est multiplayer. Alors ça paraît bête à définir multiplayer. Multiplayer, on va avoir un joueur, ça c'est pas multiplayer. On va avoir un deuxième joueur. Déjà là on est dans le multiplayer. Alors, il va y avoir un thème, je pense que vous l'avez déjà vu sur le... Donc multiplayer à partir de 2 ou plus, ok? En vrai, le multiplayer, ça peut monter beaucoup. Je pense que vous êtes tous à peu près dans l'univers du jeu vidéo, ou même vous avez déjà joué le massivement multijoueur. Ça pourrait, c'est des chiffres. C'est à partir de combien on devient un massivement multijoueur? Qu'est-ce que ça impose comme contrainte? Est-ce qu'un battle royale c'est un MMO? En fait, ce chiffre qui paraît, ce terme multiplayer qui paraît tout simple, en fait, il est assez compliqué en vrai.
Bon, moi, je vais prendre le scope réduit. J'ai pas envie de faire une conférence sur le nombre de joueurs qui vont indiquer des contraintes. Donc déjà, multiplieur de plus. Et ensuite, online. Alors, online, il y a une définition qui est assez mal perçue. Quand je demande à mes étudiants, parce que du coup, j'enseigne le online à d'autres écoles, quand je leur pose la question sur le online, la plupart des réponses, c'est Internet. Non, en fait, online, ça ne veut pas dire ça du tout, ça ne veut pas dire Internet. Online, c'est juste une séparation physique de deux machines séparées, deux consoles, de PC, de ce que vous voulez, qui vont être reliées par quelque chose. Okay, c'est ça, ce petit quelque chose qui nous intéresse. Ce petit quelque chose va nous permettre de transmettre des informations. Ça va établir une communication. Donc globalement, si je vous montre cette photo, alors si vous avez fait le petit calcul, 20 ans à travailler sur du online plus le machin, vous voyez à peu près de quelle époque je suis. Voilà, donc celle-là. Est-ce que ça, Tetris, à l'époque sur des Game Boy avec un gros câble, oui, en fait, ça c'est du online. Et les problématiques, c'est ça qui est assez fou, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Ah oui, on a évolué en termes de rapidité, de machin, on a du Wi-Fi 7 maintenant qui arrive là. Oui, effectivement, tout ça s'est évolué, mais les problématiques sont exactement les mêmes. Ce qui est cool, parce que du coup, on peut se baser sur des trucs qui sont très très anciens pour comprendre et pour évoluer notre technique. Mais par contre, ça veut dire que ce sera encore là demain, et ce sera encore là après-demain, et je vais vous le prouver. Donc, c'est bien une affaire de communication. Alors, pour bien comprendre le terme communication, ça veut dire qu'on va envoyer ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, des messages ou des paquets. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. On va simplifier ça. Je vais simplement envoyer une information dans un petit conteneur, voilà, une balle. Okay. Sur cette balle, je vais dire je saute. Parce que simplement, quand vous êtes en solo, pour les programmeurs d'entre vous, c'est if input B, je saute. Okay, facile. En multijoueur, ça ne va pas être ça, puisque vous allez devoir prévenir l'autre via cette balle que vous sautez. Et globalement, ça change tout. Alors j'ai prévu la balle, ok, je vais vous montrer. Alors, sois prêt parce qu'il ne faut pas se foirer. Alors regardez bien, si je saute et que j'envoie la balle, le problème c'est qu'il l'a reçue après. Ok ? Ça, je vais rentrer dans le détail. Parce que ce trajet-là que vous voyez, ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Okay, vous allez me dire, oui, mais il a craqué, c'est une balle. Alors, vous allez imaginer que cette balle, c'est un peu plus que ça. Cette balle, aujourd'hui, elle va être communiquée via les fibres optiques, alors des signaux optiques ou des signaux électriques. Okay, la DSL, c'était des signaux électriques, et les fibres optiques, c'est des signaux optiques. Okay, et globalement, le petit monsieur là, qui est sur ma présentation, il a émis une règle qui est hyper importante, qui dit que rien ne va plus vite que la lumière. Vous allez me dire, la vitesse de la lumière, c'est super, super rapide quand même. Approximativement 300 000 km/s. Okay, donc c'est comme si j'avais jeté la balle à 300 000 km/s. Bon. Alors allons plus loin. C'est Tokyo. Il est à Tokyo. Okay, j'ai jeté ma balle directement à Tokyo, à la vitesse de la lumière, parce que je suis très 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 fort. Okay, Tokyo, c'est approximativement à 11 000 km d'ici. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour faire le petit calcul avec la vitesse de la lumière, pour nous donner un timing, une durée qui fait que la balle que j'ai envoyée, elle a mis 33 millisecondes. Alors 33 millisecondes, plus pour les game designers et les progs, normalement vous êtes sensibilisés à ça, ça tombe bien, c'est une frame à 30 frames par seconde, quand les jeux vont à 30 frames par seconde, c'est une frame. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'envoie un message, dans les conditions idéales de la physique, il y a quand même une frame de décalage. Je ne peux plus faire if input so de son côté, je ne peux pas le faire. Il y a au moins une frame de décalage. Ou 2 frames si on est à 60 par seconde, bien évidemment. Alors, donc ça, ce délai, je vais mettre du vocabulaire parce que ça, c'est hyper important quand vous serez dans des équipes, d'utiliser le bon vocabulaire. Le délai de transmission, là, la balle que j'ai envoyée, ça s'appelle la latence. Okay, la latence.
Pourquoi c'est précis d'utiliser celui-là, vous le verrez plus tard. Moi, j'appelle pas ça du lag ou quoi que ce soit, on parle de latence. Ok. Bon, alors, sauf que dans la vraie vie, je crois qu'il n'y a personne derrière votre console qui jette une balle à la vitesse de la lumière vers quelqu'un d'autre, on est d'accord, hein. Donc dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Dans la vraie vie, j'aurais dû dire, tu prends la balle, et ce que tu vas faire, garde-la pour l'instant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à un d'entre vous qui passe par le plus proche de la gare. Et comme ça, il va transmettre la balle à celui qui est plus proche de la gare. En lui demandant le service, tu vas choper quelqu'un dans la gare qui va sur Paris. Okay, donc il va prendre la balle, il va sur Paris, et une fois qu'il est sur Paris, il va donner la balle à quelqu'un qui va à l'aéroport. Okay, et lui-même va donner la balle à quelqu'un qui prend un aller direct pour le Japon. Okay, puis au Japon, etc., il va aller prendre le truc tout en connaissant l'adresse de destination de cette balle. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est vraiment comme un système de transport routier, métro, tout ce que vous voulez. C'est les mêmes règles. C'est vraiment les mêmes règles, c'est juste avec des rapidités beaucoup plus importantes. Okay, donc quand je dis les mêmes règles, ça veut dire que y a des bouchons, il y a des trucs comme ça, il y a des accidents et ce genre de choses. Et surtout aussi, il y a plusieurs manières, là si vous regardez cette jolie simplification, il y a plusieurs manières d'aller au Japon. Et ça aussi c'est intéressant. Okay, donc, pour vous donner le vrai timing aujourd'hui sur l'envoi de cette balle que j'ai fait, c'est 120 millisecondes à 140 millisecondes à travers le réseau optique du monde. Okay, on n'est plus à une frame, on est à 4 frames. Pour les plus game designers d'entre vous, là, ça commence à se ressentir au niveau du pad. 4 frames, c'est un game changer. Okay, donc, comment je connais ce truc-là? Parce que, en vrai, là, c'est facile, je le vois, il a récupéré la balle. Si je lui demandais d'aller faire tout ce que j'ai dit là avec la balle, je ne le verrais pas. Comment je fais, du coup, pour savoir d'où est-ce que je vous sors 120 millisecondes? Simplement, facile. Quand j'ai lancé ma balle tout à l'heure, j'ai mis un petit chrono, pardon, c'est vrai, sur ma smartwatch dernière génération qu'on ne voit pas. Ah, j'ai lancé le chrono, et maintenant tu peux me renvoyer la balle. Je ne vais pas la rattraper parce que j'ai plus de main. Et là, j'ai arrêté mon chrono. Ok? Du coup, je divise par 2, et ça me donne une autre indication. Je vous le refais. J'envoie la balle. Il me renvoie la balle. Oh, je suis allé un petit peu trop vite, mais vous avez compris le principe. C'est ce qu'on appelle un ping. Et c'est pour ça que je vous dis, faites très attention à votre vocabulaire, parce qu'un ping correspond approximativement à 2 fois la latence. Ok? Plus le fait qu'il a dû me le renvoyer, le process, etc. Celui-là, il est quasiment négligeable, mais dans le jeu vidéo, c'est généralement une frame. Et au début, quand vous créez un projet, vous allez vous mettre des contraintes. Sur toutes vos équipes, on va vous dire, alors soit c'est vous parce que vous serez dans le producing, ou ce sera votre directeur ou quoi que ce soit, ou si vous êtes game designer, vous allez pousser, etc., etc. Mais en tout cas, vous allez avoir des contraintes du genre, notre jeu il doit tourner à 30 FPS. Bon, celui-là, je pense que tout le monde l'a en tête. Mais sur le online, on va aussi vous donner des contraintes. On va vous dire, globalement, il faut que le jeu soit accessible à ceux qui ont une connexion avec 100 millisecondes de... Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Parce que si vous dites 100 millisecondes de latence, ce n'est pas le même que 100 millisecondes de ping. Et ça peut arriver à des situations dramatiques. Donc il faut vraiment être précis sur les termes qui sont employés. Latence et ping sont 2 choses... voilà, c'est le double. OK? Bon, alors ça, c'est pour vraiment... Ah, je suis allé trop vite. Qu'est-ce que ça fait en réel? Je pense que vous l'avez tous constaté si vous êtes un peu joueur de online. Ça crée des décalages. Bon, alors je vais expliquer un petit peu pourquoi ça crée des décalages, vite fait, avec des animations que j'ai faites, que je suis super fier, ou pas. Globalement, ça c'est un jeu à un joueur.
Okay, donc pour rappeler, hein, vraiment je vulgarise sur tout le monde, même si vous n'êtes pas du tout dans la technique, globalement un jeu est découpé en 30 frames, c'est-à-dire il y a 30 exécutions par seconde, okay, et donc quand j'appuie sur droite, et ben, du coup j'ai en admettant que le jeu ce soit un jeu où il y a un joueur qui va contrôler un corgi, un magnifique corgi, et l'autre qui va devoir caresser le corgi quand il passe devant. Donc il appuie sur droite. Voilà, le corgi avance. Okay, magnifique animation. Il avance. L'autre, à ce moment-là, voilà, il n'est pas encore là, mais il pourra le caresser, et hop, il a gagné. Okay, ça, c'est en solo. En multi, ça va donner ceci. Vous avez bien compris qu'il va y avoir un petit temps. Là, je l'ai fait à une frame pour simplifier. On va envoyer la balle tout en continuant, bien évidemment, à exécuter le jeu. Donc là, ce qu'on va voir sur l'écran, en dessous, c'est la vision du joueur 2. Okay, et on s'aperçoit que c'est cool, on reçoit les messages, on va du coup les exécuter comme pour l'autre, hein, et on voit que le corgi il avance. Jusque-là, il n'y a pas de problème. La réalité des choses, c'est que pour bien se rendre compte de la problématique, il faut voir les deux en même temps. Les deux en même temps, donc il y aura un corgi, ça fait moche, un corgi qui est rouge, okay, c'est le joueur qui dirige le corgi. C'est son écran, si vous préférez. Il voit ça. Okay, et il envoie les messages en même temps. Okay, voilà, il avance. Et la balle, il l'envoie en disant j'ai avancé, et l'autre reçoit, du coup, le fait qu'il a avancé, et je vais le représenter sous la forme d'un corgi bleu. Okay, il faut bien comprendre que c'est le même corgi. Okay, et vous voyez, il y a un décalage entre les deux, qui est dû à la latence. Et le petit souci, c'est quand le joueur 2 va voir le corgi en face de lui et qui va vouloir le caresser. Le problème, c'est qu'en réalité, le corgi, le vrai corgi, hein, qui est le joueur 1, n'est pas du tout là où il est censé, où l'autre est censé le caresser. Et donc, on arrive à une situation qui est absurde. Ça ne marche pas. Okay, on a un décalage. Ce décalage, c'est une des grosses contraintes du réseau. Et il faut faire avec. Là, c'est juste une image pour vous présenter ce truc-là, mais mieux fait par un moteur, en l'occurrence c'est Source de Valve, où il vous indique plein de trucs. Voilà, c'est le modèle 3D, c'est le client, et les boîtes rouges, c'est là où c'était sur le serveur il y a 100 millisecondes, ce genre de truc. Mais c'est bien pour que vous montrez, c'est universel. Et que le décalage peut être assez grand, hein, ça peut être assez violent. Là, c'est un décalage de 100 millisecondes. Juste pour un tout petit peu avancer, histoire là, pour intéresser un petit peu plus peut-être les progs, la latence n'est pas que le seul problème. Okay, un des trucs, j'envoie ma balle dans ce magnifique transport et il y a un accident. L'autre ne le reçoit pas. Et on ne sait pas. Il ne peut pas savoir. Moi, j'ai envoyé la balle, je ne sais pas qu'il ne l'a pas reçue, et lui ne l'a pas reçue. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle une perte de paquet ou une perte de message. C'est assez compliqué, hein, si vous envoyez « je suis mort » et qu'il ne le reçoit jamais. Autre petit minuscule problème, vous voyez qu'il y a plusieurs passages, hein, comme je l'avais dit, et il peut y avoir des bouchons. Et si la balle 1 et 2, là je les ai nommées dans un ordre, la balle 1 va se choper un bouchon. Et la balle 2, elle va voir, oh attention, il y a un bouchon, il va prendre une petite route de campagne qui va plus vite. Qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer que le message 2 arrive avant le message 1, ce qu'on appelle des problèmes d'ordre. Je pense que sauter, frapper et frapper, sauter, c'est pas la même chose. Et c'est assez compliqué à gérer. Et le dernier, parce qu'en vrai, ça, techniquement, quand on est prog online, attention, ça existe, hein, c'est géré par souvent les moteurs pour faire des choix, mais c'est des trucs que les progs valident, voire des fois des game designers. Pour valider, on a des solutions pour dire non, mais l'ordre doit être respecté, ou je veux être sûr que le message arrive. Il y a quand même des trucs, hein, heureusement, c'est de la technique derrière. Un des trucs par contre qu'on ne peut pas gérer, là je l'ai fait avec 4 balles que je vais envoyer successivement, et je vais mesurer la latence. Et la latence, le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément la même tout le temps. Et ce serait cool si c'était la même tout le temps. Sur mon truc de corgi juste avant, le corgi était toujours au même emplacement derrière le vrai corgi. Si la latence fluctue, ce qu'on appelle du jitter, gig en français, je ne sais pas pourquoi,
Si la latence fluctue, ça veut dire que l'image fantôme, si vous préférez, l'image du passé, elle va pas du tout être smooth. Elle va avancer, puis après pas avancer beaucoup, puis avancer d'un coup, ce genre de choses. Et ça, pour nous, les programmeurs online, pour certains contextes, ça, c'est vraiment très compliqué. Mais je ne rentre pas plus loin dans le sujet. Je dis pas trop tech. Au moins, vous avez des idées. Rapidement, histoire de couvrir un maximum sur les choses à savoir, je vais parler aussi d'architecture de réseau. Alors ça, vous les connaissez globalement, donc je vais être très rapide. C'est la manière dont on va communiquer ensemble, c'est-à-dire si vous avez, là, j'ai mis 5 joueurs, comment on va s'envoyer les balles. Okay, si tout le monde envoie les balles à un seul, c'est une architecture qu'on va appeler client-serveur. Okay, c'est la plus, aujourd'hui, c'est la plus commune, entre guillemets. Et l'autre, qui est un peu plus délicate, elle est de moins en moins utilisée, et il ne faut pas se tromper sur tout ce qu'on fait, parce qu'elle est légèrement plus difficile à gérer, c'est le peer-to-peer. Okay, le peer-to-peer, ces deux architectures sont vraiment... Alors, peer-to-peer, ça veut dire que chacun a exactement le même rôle que les autres. Pour les progs, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire du code spécifique, alors que pour le client-serveur, vous faites du code spécifique. Les deux choses sont vraiment très, très opposées. Et ça, ce choix-là, ça a un impact énorme. Et je vais revenir dessus. Alors, je pourrais essayer, là, on pourrait vous donner des pistes sur comment on fait pour choisir entre l'une architecture ou l'autre, parce que chacune a des avantages. En vrai, chacune a des avantages, et donc forcément, chacune a des inconvénients. Je pourrais essayer de vous faire une infographie, avec des petits chemins comme ça, comme j'ai essayé de faire, pour vous orienter. Okay. Et en fait, en vrai, y a des trucs qui se pèsent un peu plus que les autres. Ce sujet, en fait, lui-même, est relativement complexe. Donc là, je peux pas vous dire c'est mieux, c'est machin, tout ça. Globalement, si vous en avez un prog online, un mec dont c'est la spécialité, il vaut mieux lui demander conseil au début de votre projet. Okay, alors, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, à peu près tout ça. Environ. Et peut-être plus. Okay. Alors il y a le clap Bungie. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que ces architectures, elles sont adaptées à certains types de jeux, et enfin certaines architectures sont adaptées à un certain type de jeu. Le meilleur exemple que généralement on cite, c'est du peer-to-peer. On ne peut pas faire de MMO avec du peer-to-peer. C'est quasi impossible. Bon, Destiny, c'est du peer-to-peer. En grande partie, c'est pour ça que je vous dis conférence de Bungie ou Bungie, je ne sais jamais comment on dit, sur ça, c'est super intéressant. Ok ? Par contre, il faut bien comprendre, quand je le répète, sur l'impact sur le développement, c'est quelque chose, on ne peut pas, à la fin du projet, dire « Ah, on s'est trompé, on va changer ». Il y a des projets qui ont essayé de le faire. Il y a des exemples malheureux que je ne citerai pas, qui ont essayé de le faire. Je crois que c'est Mountain Blade. J'avais dit que je ne citerai pas. Qui ont essayé, qui ont fait du peer-to-peer en se disant « Ah, c'est la meilleure solution ». Et en vrai, théoriquement, c'était la meilleure solution. Mais ça s'est mal passé. Du coup, ils ont voulu transformer. Ça coince. C'est pas du tout les mêmes principes de code derrière. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Dernière petite partie sur les connaissances nécessaires à avoir, ce qu'on appelle le netcode. Vous avez probablement croisé ça si vous traînez sur les forums de n'importe quel jeu online, souvent sous le titre du forum qui est « Le netcode est tout pourri ». Le netcode, je vais le simplifier, c'est la manière dont on va faire écrire le gameplay via ces fameuses babales qu'on envoie. C'est ça le netcode. Et le netcode, globalement, ça peut être difficile à écrire. C'est pas facile. Là, je vous montre une petite image. C'est pas moi qui ai foiré la vidéo. D'ailleurs, ce truc est tiré d'un article de Ars Technica. Vous voyez qu'il y a un minuscule problème sur le personnage de gauche. Okay. Et ce jeu, c'est Street Fighter V, quand il est sorti, sur les forums se sont enflammés. Ils ont dit Capcom, vous avez craqué, le pire netcode jamais vu. J'ai mis moi personnellement un point d'interrogation, parce que leur netcode n'était pas pourri, c'était beaucoup plus complexe que ça. Parce que d'abord, il y avait eu Street Fighter 4, et Street Fighter 4, c'était vraiment correct. Aujourd'hui, il y a un bon netcode, c'est Street Fighter 6.
qui lui est vraiment, pour l'instant, super robuste. Donc vous voyez, sur la même boîte qui avait fait plein d'autres jeux avant, on peut se retrouver avec des choses qui sont difficiles. Et ça dépend vraiment du type de jeu. Pour essayer de simplifier la chose, pour vous donner des idées, vulgarisation au maximum, apprendre avec des pincettes. Si vous faites un jeu plutôt lent, j'ai mis des petites étoiles. Ouais, facile, comme ça. Une petite note sur TripAdvisor, soit c'est pareil. Donc, puzzle game, facile. Pas trop compliqué. Action game, globalement, prenez, je parle de pacing, donc de rythme, relativement, je vais prendre un exemple, ça va être plus facile, les Souls, je considère que c'est un rythme moyen, c'est pas un rythme élevé. Hein. Donc ceux-là, 2 étoiles. Les fast, ceux où il y a un rythme très très rapide, notamment les FPS, 3 étoiles et une banane. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire avec sa banane ici? La banane va représenter le fait que, en dehors de l'équipe de prog, qui est censée savoir faire son taf, ça va avoir des impacts sur les autres. C'est-à-dire sur les game designers, voire sur d'autres corps de métier. OK? RTS MOBA. Vous en avez tout de suite League of Legends et ce genre de choses. 1 étoile. Parce qu'en vrai, la prog de ce truc-là, elle est documentée, elle n'a quasiment pas changé depuis 97, puisque quasiment tout le monde se base sur un algorithme qui s'appelle le lockstep, qui est vraiment très très simple à implémenter. Par contre, le reste du jeu, pour faire fonctionner avec cet algorithme-là, de lockstep, c'est très 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 compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à en revenir de ce modèle-là, mais ça, c'est un autre sujet. Donc 3 bananes. Et le dernier, c'est les MMO. Bon, là, c'est beaucoup trop. Je veux dire, votre équipe complète doit être vraiment adaptée à faire du MMO. Et tous les corps de métier, hein, vraiment tous les corps de métier. Voilà, on a vu à peu près donc, toutes les contraintes, toutes les problématiques. Et donc, je vais discuter un petit peu tooling. Parce que forcément, vous n'allez pas partir... il va falloir adapter des choses hein, pour le faire. Alors le tooling, on va tout de suite partir d'abord sur... Et si vos prog faisaient toute cette partie réseau, j'envoie les balles, etc. Okay, je règle les problèmes d'ordre. Voilà, c'est vos prog qui le font. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a le bas level. Alors, le bas level, c'est justement gérer le fait de comment je peux vérifier que la balle a bien été reçue et ce genre de choses. Voilà, truc technique. Le haut level, je vais le détailler, ça va être les interactions que vous allez avoir avec les autres pôles. D'abord, vous allez faire des tools pour vous. Hein, moi, je suis network programmeur, je crée des tools pour moi, pour savoir combien de bandes passantes je vais utiliser, combien de messages je vais envoyer à la seconde, etc., etc. Puis après, je vais faire des tools pour les gameplay programmeurs, parce que les gameplay programmeurs, ils ne sont pas censés être spécialistes en online, donc je vais essayer de leur simplifier les choses en leur mettant des cases à cocher pour dire c'est bon, ce truc-là, si tu coches, c'est automatiquement au réseau. Et puis tant qu'à faire, si j'ai fait une case, je peux directement le filer en mettant un truc un peu plus sexy autour au game designer. Donc je vais faire des tools. Et puis je vais créer des tools pour le QA, parce que c'est hyper important, ils ont besoin d'avoir beaucoup de tooling pour avoir des tests efficaces. Donc globalement, si vous avez bien compris, je vais faire des tools, et beaucoup trop de tools. Ça prend du temps. Je recommande à personne aujourd'hui, en 2024, moi, encore une fois, prenez-le avec des pincettes, de faire ce genre de choses. Je l'ai fait 2 fois dans ma vie. La 2e fois, elle était peut-être de trop. Alors moi, c'est génial, hein, je suis techos, donc... je m'éclate. Mais en vrai, ça a pris énormément de temps, donc énormément d'argent pour la boîte qui m'a embauché pour le faire. OK ? Et ça, pour moi, c'est de manière générale. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux de prendre des engines qui sont déjà faits. On a 2, et ça me fait une transition directe, on a 2 gros moteurs qui vraiment ont tout le marché. Unreal et Unity. Je ferai une petite phrase pour les autres. Histoire de après. Bon, Unreal ou Unity. Et du coup, là, on pourrait, je vais discuter de qui est le meilleur pour faire le taf du réseau. On va essayer de décortiquer éventuellement
suggérer potentiellement lequel. Il n'y a pas lequel, c'est Unreal, point. Voilà. C'est fini. J'attends toujours le chèque d'Epic, mais il ne vient pas, malheureusement. Alors, je vais aller un peu plus dans le détail, histoire de nuancer quand même mes propos. Unity. Je ne vais pas expliquer tout ce qu'il y a là. Je vous filerai les slides à un moment. Mais Unity, globalement, si je veux simplifier, Unity, pour le réseau, a fait de l'Unity. Je ne peux pas le dire autrement. Ceux qui connaissent Unity savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'ils ont fait une feature réseau il y a longtemps. Ils ont dit « Ah ouais, c'est pas mal, ça commence à bien marcher. Du coup, on va la laisser moisir et on va tout recommencer. » Et ça va prendre du temps avant que tout recommence. Hein. Donc, pendant ce temps-là, globalement, officiellement, ils ont dit sur leur site, utiliser d'autres trucs. Ouais. Donc, pendant un gros trou, hein, c'est toute la partie rouge, on devait utiliser donc, des solutions que d'autres personnes avaient fait. Là, ils sont revenus depuis quelques années, enfin 2 ans en vrai, sur une solution maison, un Network for Game Object, qui est sympa en vrai parce que ils ont appris un petit peu de leur erreur. Leur truc est open source, donc vous pouvez aller améliorer le code, etc. Alors qu'avant, c'était pas possible, c'était un vrai problème. Donc ça veut dire que s'il y a des bugs dans leur truc, vous pouvez vous les corriger, et c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Mais il n'est pas encore beaucoup... on sent la peinture quand même. Hein. Je vous avoue, on sent encore la peinture. Donc globalement, juste pour vous donner des noms, les third parties sur Unity, franchement, il y en a des vraiment qui sont bien. C'est toujours utile de les utiliser aujourd'hui parce qu'ils vont plus loin que NGO. Hein, pour l'instant, ils ont des trucs particuliers, des services, etc. Notamment les 2 plus gros, hein, c'est Photon et Mirror. Et en plus, il y en a qui sont compatibles avec d'autres moteurs. Je peux vous refaire les clins d'œil qu'il y a. Clin d'œil. Genre, si jamais Unity décidait un jour, par exemple, de changer son modèle économique et que vous n'êtes pas content et que vous voulez switcher sur un autre moteur, peut-être qu'éventuellement, vous ne perdriez pas tout. Je dis ça, malheureusement, je ne dis rien. Mais ce n'est pas ça que je reproche à Unity. Hein. En vrai, c'est pas ça que je reproche à Unity. Il y a des third parties qui sont vraiment cool. Là, ils font une truc réseau, un module réseau qui est vraiment pas mal. Hein, faut pas déconner. Mais moi, c'est pas ça qui me pose problème pour l'utilisation d'Unity. Je vous ai dit, c'est du tooling, du tooling. Et Unity n'a pas les tools de base. Alors, qu'est-ce que c'est que les tools de base? Je suis allé piocher sur leur site. Okay, j'ai bien regardé pour être sûr que je dis pas de conneries. On ne sait jamais, hein. J'utilise la version au boulot, on utilise la version d'Unity 2020. Il y en a qui sont un peu plus... il doit y avoir la 2022 qui est sortie. Bref, je voulais bien m'assurer que je ne dise pas de conneries. Donc, site officiel, où ils nous disent qu'est-ce qu'il faut pour tester, pour développer correctement un jeu multijoueur online. Et ils ne se trompent pas, hein. Ils disent pour que le développement se passe bien, il faut pouvoir itérer rapidement sur les jeux, il faut pouvoir les connecter facilement, et tout ça, et tout ça. Et juste la phrase du dessous, ils vous disent Unity, ça offre pas ça. Unity n'offre pas ça. On parle de simplement lancer 2 clients en même temps pour pouvoir tester nos futurs multipliers, pour savoir que les balles sont bien lancées. Et ça va plus loin. Ils vous disent quand même ce qu'il faut faire. Parce que la doc Unity, franchement, elle est bien. Hein. Ceux qui bossent sur Unreal savent pourquoi je dis ça. Ils vous disent que globalement, si vous voulez tester les trucs, vous faites CTRL B, hein, vous faites un build et vous testez avec un build. Et tous ceux qui ont bossé sur Unity, et je crois que vous êtes toute la salle, hein, je pense qu'ils ont déjà bossé sur Unity, vous savez ce que c'est un CTRL B à la fin d'un projet. On n'a pas envie de faire ça pour itérer sur je vais essayer de changer une variable, CTRL B. Vous allez passer votre vie à la machine à café, hein, clairement. Donc, ça c'est ce qu'ils nous disent, mais ils sont sympas. Parce qu'ils nous disent, mais il y a une solution qui existe depuis des années, que j'ai utilisée moi-même il y a 14 ans, qui s'appelle ParelSync. Okay, voilà, donc ça existe. On vous recommande d'utiliser ParelSync pour vos itérations. Ce que j'aime bien, c'est qu'ensuite, juste derrière,
Ils arrivent à faire une faute d'orthographe déjà sur le nom. Et ils nous disent, par contre, si jamais il y a un problème, c'est pas de notre faute. Mais Unity, quand même 14 ans, peut-être qu'éventuellement, vous auriez pu faire ce process vous-même. Alors, cela dit, utilisé par L-Sync. Hein. Par L-Sync, c'est un lifesaver, c'est un super tool. Il permet donc de lancer, vous voyez, là, différents projets sur le même projet, parce qu'Unity vous empêche de faire ça. Hein. Vous ne pouvez pas lancer 2 fois le même projet. Là, ça permet de le faire. Et si vous modifiez le script sur un des Unity, sur le master, en fait, ça va être tout automatiquement synchronisé avec les autres. Donc, vous pouvez appuyer simplement sur Play, hein, sur chacun des trucs, et avoir du réseau qui fonctionne. Donc, si vous faites du réseau sur Unity, simplement utilisez ça. Voilà. Et en plus, le code source est dispo, etc. Et la dernière chose qui m'enquiquine un petit peu, c'est que pour une fois, quand on fait la petite guéguerre, entre guillemets, pas une guéguerre, hein, mais plutôt un versus, entre Unity et Unreal, on a tendance à dire Unity, la courbe d'apprentissage est vachement plus smooth que celle d'Unreal. Unreal, c'est un petit peu un mur dans la tête quand même. Hein. Et je ne suis pas d'accord pour le réseau. Et c'est genre vraiment pas d'accord pour le réseau. C'est même pas moi qui le dis, hein, c'est eux. Je ne vais pas le pointer. Regardez. Ça, c'est leur tuto globalement pour apprendre le réseau. Bah oui, parce que Unity, en fait, il vous file un module qui vous permet d'envoyer des messages et c'est à peu près tout. Il y a quasiment rien d'autre. Donc vous devez tout faire vous-même. Alors c'est cool, hein, quand on est tech et qu'on a du temps. Moi, je vais vous montrer la différence avec Unreal. Alors, donc là, je suis sur Unreal. Je vais créer un projet de base. Je vous rassure, la vidéo n'est vraiment pas longue. J'ai compilé les shaders quand même. Vous choisissez, globalement, je veux me mettre en multiplayer, vous choisissez le nombre de joueurs, et vous appuyez sur Play, et vous avez du online qui fonctionne. Voilà pourquoi Unreal. Bien évidemment, on pourrait en débattre. Il y a des avantages et des désavantages, parce qu'il n'y a pas que ce package online hein, du moteur. Oui, Unreal, c'est du C++, oh mon Dieu, c'est bizarre, etc. Voilà. Donc on pourrait en débattre, mais là, je ne suis pas là pour ça. Par contre, juste, personnellement, mon opinion, c'est simplement, ça c'est pour vous sensibiliser, Unity, c'est une boîte qui développe un moteur pour créer des jeux, alors que Epic, c'est une boîte qui crée des jeux en développant leur moteur. Et ça, pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Après, à vous de voir la sensibilité de votre équipe par rapport à ça, surtout de prog. Si vous voulez que je fasse l'avocat du diable, hein, ça veut dire que sur Unreal, actuellement, là je bosse avec Unreal, je suis très content, dans le code, parce qu'on a le code du moteur hein, intégralement, on retrouve ça c'est pour Fortnite, c'est un gros truc hack, mais ça fonctionne. On a ça dans notre moteur. Ça grince un petit peu, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, ce truc-là, il est utilisé en prod, c'est solide, ça marche. Et pour moi, c'est une grosse différence. Mais encore une fois, je suis techos. Et les autres? Alors les autres, je ne les ai pas utilisés. On va juste les citer. Godot, à première vue, Godot, on ne sait jamais pareil. Ils ont choisi un truc assez particulier pour leur réseau. Je m'étais intéressé à ça il y a quelques années. Ça a l'air assez sympa. En vrai, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des confs, ou alors que je prenne du temps pour aller regarder des confs qui existent sur comment on crée du online sur Godot. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa. O3DE, c'était Lumberyard, qui était lui-même CryEngine. Je suis allé le chercher parce que je sais qu'il existait. Je ne savais même pas que Lumberyard était mort. Bon. Celui-là, je ne sais pas. Il y a des trucs sur le multi, mais on ne sait pas trop. Et tout le reste, tout ce qui est moteur propriétaire, ce sera la surprise. Mais globalement, hein, si vous tombez sur des boîtes genre... si vous tombez sur des boîtes qui ont fait des jeux réseau, c'est que probablement il y a du bon tooling. Et si vous tombez sur des boîtes genre chez Ubi qui ont shippé déjà plein de jeux, c'est pareil, je pense qu'il y aura de quoi faire. Pas tout le temps, mais généralement, il y aura de quoi faire. Et les moteurs réseau se ressemblent à peu près tous. Hein. Quand vous en savez un, vous les savez tous. Troisième partie. On va rentrer plus dans le moins abstrait. Là, on a fait les tools. On va parler un petit peu de comment ça se passe quand on développe un jeu. Au niveau déjà du recrutement. Alors recrutement, là je parle pour les producteurs s'ils font du recrutement, ou pour les futurs patrons de boîte, hein, ou même simplement pour vous,
Vous allez bosser dans une boîte en tant que... On va voir tout ça. Est-ce qu'il faut que j'ai des connaissances particulières si c'est une boîte qui fait du online? Donc, quelle est la team? Est-ce qu'il y a besoin? Globalement, on l'a vu. Les spécifiques, ça va être avec les bananes. Si vous rentrez dans une équipe de MMO, oui, hein, il va vous falloir un minimum de connaissances. Donc moi, je vais prendre le cas général. Je ne vais pas m'embêter avec les détails. Je vais prendre le cas général. Hop, hop. Et je m'excuse d'avance parce que les images que j'ai générées après pour documenter sont des images tirées d'intelligence artificielle que je ne cautionne absolument pas, mais je n'ai pas le temps de dessiner. Et c'est des chiens. Donc, programmeur. Le programmeur, pour moi, je me tire un peu de mal dans le pied, pour moi, vous n'avez pas besoin d'un spécialiste. Globalement, vous n'avez pas besoin d'un prog online, ce qu'on appelle un network programmer, pour faire un jeu online. Okay, vous avez juste besoin de deux choses. Que vos progs ont une sensibilité au online et qu'ils soient des bons communicants. Okay, sensibilité online parce que c'est eux qui vont devoir lancer les balles. Donc, il faut un minimum savoir ce que ça provoque la latence et de développer du code, ce qu'on appelle du code asynchrone. Et bons communicants parce qu'ils vont devoir expliquer aux game designers les contraintes. Okay, on sait très bien que tous les programmeurs ne sont pas comme ça. C'est pas grave. Eux, vous pouvez les former. Il n'y a aucun problème. Je pense que je suis l'exemple vivant. J'ai débarqué en tant que junior dans une boîte qui fait un MMO et qui ne savait pas vraiment faire des MMO en vrai. Donc j'ai tout appris sur le tas. Ça se fait. En vrai, ça se fait. Il y a vraiment aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur le net qui est dispo que ça se fait vraiment beaucoup. Donc on passe à la suite. Celui-là, c'est un peu difficile à deviner, c'est le game designer. Ça, c'est compliqué. Est-ce que le game designer doit avoir cette sensibilité aux contraintes online? C'est-à-dire que est-ce qu'il doit réfléchir quand il fait ses features à « Ah oui, mais attention, quand je vais faire ça, il y a de la latence, alors du coup, je vais le faire ça comme ça, etc. » C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Pourquoi j'en parle? Parce que globalement... Vas-y. Ah là, merci. Un game designer, c'est fait pour créer du gameplay, c'est fait pour avoir de la créativité. Et à partir du moment où il va commencer à se restreindre en disant « Ah oui, mais quand je vais appuyer sur le bouton, il va y avoir une latence potentielle, donc je ne peux pas faire comme ça », il va tuer sa créativité. Et il faut pas. Il faut vraiment pas. C'est cool qu'il ait des notions online, mais c'est mieux qu'il arrive à générer sa créativité et ensuite, techniquement, pouvoir en discuter avec un programmeur. Voilà, ça, c'est vraiment important. D'abord la créativité, et après, qu'il soit bon en communication, mais généralement les game designers le sont. Par contre, il faut qu'il soit bon en négociation, parce qu'il va savoir lui-même qu'il a fait une feature qui en online va être compliquée, donc il va se mettre en face d'un programmeur online, et il va essayer de négocier. Alors, ah non, c'est compliqué, je peux pas faire ça, ah, mais tu peux pas trouver, s'il te plaît, machin... Qui sont des réunions passionnantes, parce qu'on essaie du coup de trouver le compromis qui va satisfaire tout le monde. Donc faites bien attention à les futurs game designers. C'est bien que vous ayez de la technique, mais d'abord, vous êtes en train de créer des features. Okay, et tout le monde ne sera pas d'accord avec moi là-dessus. Et je pourrais parler, est-ce que vous devez connaître la notion de prédiction et ce genre de choses en tant que game designer? Voilà. À mon avis, non. Mais chaque boîte a son avis là-dessus. Okay, celui-là. Alors ça, c'est pour tout un scope qu'on ne parle pas souvent. C'est les artistes. Okay. Est-ce qu'un artiste... non, pas vraiment. C'est juste parce que celle-là d'image générale était quand même super mignonne. Ou peut-être que non. Non, vraiment. Ou c'est ce que je veux vous faire croire. En fait, les artistes qui ont une connaissance online, moi j'aime bien, personnellement. Je trouve que c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir deux choses. Quand vous travaillez dans un environnement online, vous allez probablement avoir des contraintes qui sont très spécifiques et qui peuvent être dictées par le online. Parce que les contraintes, ça, vous savez qu'il y en a de toute façon. Mais des contraintes qui sont liées au online, vous pouvez en avoir. Et le deuxième, c'est que si vous êtes vachement fort, vous pouvez aussi de vous-même, avec vos connaissances, dire hey, « est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce truc-là d'une certaine manière ?» Je vais vous donner deux exemples pour essayer de comprendre ce truc-là. Vas-y, hop, voilà.
Le premier, j'ai repris Street Fighter 6, c'est des jeux de baston. Alors les jeux de baston, c'est des trucs très très particuliers où globalement, c'est les game designers qui set les hitbox frame par frame, globalement, hein, ce qu'on appelle des frame data. Renseignez-vous sur le sujet si vous ne connaissez pas. Et globalement, ça veut dire que l'animateur qui est derrière doit faire des choses qui correspondent exactement, genre la hitbox est à la fin, donc il faut que l'impression du coup qui est donnée est vraiment à la fin, etc. Mais là, on est sur la partie solo. Si on parle de la partie online, bah moi je vais vous dire, pour chaque jeu de combat, il y a des découpages dans l'animation, c'est-à-dire il y a un start-up, c'est-à-dire un démarrage de l'animation, et il y a ensuite le coup et ensuite le reste, enfin la fin de l'animation. Okay, et le start-up en online, c'est une phase qui peut être coupée pour justement encaisser la latence. Alors, on sait qu'on a du décalage et du coup, on va gratter ce démarrage, on va avancer dans l'animation pour compenser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites des animations qui démarrent avec des mouvements hyper violents, si on le cut ou si on le blend, ça va faire dégueulasse. S'il y a des animateurs parmi vous, vous savez de quoi je parle. Donc, on va essayer d'éviter ce genre de choses. On va essayer de mettre des pauses bien préparées pour éviter ce genre de petits artefacts qu'on va avoir. Alors, c'est minime, hein, je vous rassure. Hein, on ne cut pas 150 millisecondes de l'animation. Ça, c'est vraiment dans le pire des cas. L'autre truc... pour l'exemple de suggérer quelque chose, j'ai repris un petit exemple que je fais en cours, en l'occurrence un ancien tuto Unity avec des tanks, et j'ai repris les mêmes patterns de couleurs que les corgis d'avant. Vous avez un tank qui se déplace, et l'autre va tirer sur le tank. Okay, facile, il va tirer, mais il va tirer sur le tank bleu. Et en vrai, pour lui, on est d'accord, il est censé le toucher, le tank bleu. S'il voit son missile qui touche le tank bleu et que l'autre n'a pas de dégâts, il va se dire qu'est-ce que c'est que ce jeu, le netcode tout pourri. Voilà. Il va aller sur les forums, il va râler. Globalement, un des tafs des network programmeurs, c'est de faire de la poudre aux yeux. C'est de la magie. Et la magie, c'est simple en fait. La magie, c'est pas nous qui la faisions, c'est les artistes. Il va faire notre VFX Artist, il va faire une grosse explosion, une bonne grosse explosion. Et j'ai mis un cercle pour dire que c'est une grosse explosion. Et comme ça, l'autre joueur, de son point de vue, qui est en avant, il va avoir une grosse explosion derrière lui. Il va dire oui, c'est normal que j'ai pris des dégâts parce que là, mon arrière-train, il est en train de cramer. Ok ? C'est ça la suggestion. Avec des notions et avec de la discussion avec des prog online, en plus, on peut même calculer exactement le rayon de ce VFX. Mais même sans ça, faire des VFX qui sont un peu plus gros, etc., permettent de gommer, de mettre sous le tapis des petits problèmes techniques. Il faut souvent être malin quand on fait du online. QA. Alors le QA, vraiment, là par contre, il n'y a pas de questions à se poser. Le QA, donc tout ce qui est testeur, doit avoir des connaissances avancées en online quand ils sont dans une équipe online. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir besoin de tools, donc il faut qu'ils savent les utiliser, il faut tous les connaître globalement ces tools. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet en soi. Il y a des tests particuliers sur le QA qui doivent être faits. Donc votre QA, il doit soit être formé au online, vraiment vous le formez, vous allez l'envoyer, il y a des formations là-dessus, soit être déjà formé là-dessus. Okay, le QA, c'est... Et il faut en avoir. Là, vraiment, tous ceux qui créeront un jour un moteur online, je vous recommande vivement, vivement, vivement d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui va tester vos jeux d'une manière online. Mais il faut bien comprendre que c'est compliqué, hein. Je vais le voir plus tard, mais juste après, je vais retoucher 2 mots là-dessus. Parce que je vais parler du dernier, le produceur. Le produceur, c'est facile. Tout ce qu'il a besoin, c'est ce qu'on a vu avant. Bien sûr, énormément de sang-froid. On verra pourquoi après. Et la suite. Ça va, du coup, je mâchais le travail. Du coup, on va parler un petit peu mini-producing. On va parler planification. Un solo, vous le savez, normalement, c'est une ligne droite. Vous avez vos trucs, vous pouvez les timer, vous pouvez faire un truc en cascade, vous pouvez faire une méthode agile si vous voulez, mais globalement, vous avez un but et vous allez y aller. Un jeu online, c'est un peu plus compliqué. On va prendre un peu plus de temps. Voilà, c'est vraiment un peu plus de temps. Vraiment, je vous mens pas. Hein. Moi, si je devais vous donner un chiffre, et on me l'a déjà posé la question, combien ça prend de plus de temps de faire un jeu online ? Généralement, j'ai tendance à dire 2 à 3 fois.
Voilà. Donc je pense que jeter un D4 et faire plus 1, dépendant de votre équipe et du sens du vent, ça paraît une estimation correcte. Donc il faut vraiment anticiper ce truc-là. Si vous gérez, si vous avez planifié un projet online sans prendre en compte ce temps supplémentaire, vous allez droit dans le mur. Pourquoi ? Parce que chaque feature, vous allez prendre plus de temps pour la travailler à cause des problèmes de latence, etc. etc. Okay ? Déjà, ça prend plus de temps. Ensuite, bon, voilà, il y a le fait de faire la feature, de la construire. Bien sûr, les codes, les programmeurs vont mettre plus de temps parce que c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas que. Faut bien comprendre que les game designers, vous avez du taf en plus. Si vous avez un jeu en coop de 1 à 4, clairement, le jeu ne sera pas équilibré pour 1 ou 4. Sinon, les 4 joueurs ils vont rouler sur votre jeu, ou inversement, le joueur tout seul, il va se galérer. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Ensuite, il y a la phase de test, qui elle-même prend du temps, parce qu'on a besoin de plus de contexte, on a besoin d'utiliser des tools, il y a besoin c'est plus difficile de base, un testeur seul qui teste un jeu multi. Compliqué, il prend 2 manettes comme ça, non, c'est pas possible. Donc il va avoir des tools pour essayer de simuler des choses, mais ce sera pas parfait. Okay, donc ça, c'est compliqué. Ou alors, vous avez 2 testeurs. Bon, ça coûte plus cher, mais du coup, quand c'est 2 testeurs, ça veut dire qu'il y a 2 testeurs pendant 1 heure donnée qui font le boulot sur un jeu. C'est pour ceux qui sont plus qui se projettent en tant que patron, ça fait des ressources un peu plus à sortir. Donc ça prend plus de temps de toute façon. Et en plus de tout ça, forcément, comme c'est plus dur, il va y avoir beaucoup plus de retours, beaucoup plus que d'une manière classique. Donc bien estimer ces choses-là. Du coup, je vous donne quelques stratégies, dépendant des types. C'est moi qui ai mis les noms, pour essayer de donner un petit titre. La première stratégie, elle est simple, c'est globalement les fameuses contraintes que je vous expliquais au début. Vous démarrez avec des contraintes qui sont les contraintes idéales. Tout le monde a la fibre, c'est magnifique, il n'y a personne qui est dans des déserts avec de la DSL. Tout le monde a un ping génial. Attention, par contre, ne démarrez jamais avec un ping de 0. Un ping de 0 n'a aucun sens. Démarrez avec un ping en dessous de 50. Okay, donc ça, c'est vraiment des bonnes connexions, c'est cool, ça marche bien. Voilà. Et globalement, vous faites que ça. Et vous sortez votre projet. Et vous croisez bien les doigts. Okay ? Si éventuellement vous avez un petit peu de temps avant, mais on sait qu'on ne l'a pas, ce temps, vous essayez de monter les contraintes. Et en vrai, ce n'est pas une stratégie débile, sinon je ne ferai pas de slide, je ne m'embêterai pas. C'est pour moi une vraie chose à faire quand on a un tout petit scope et un tout petit projet. Il faut pas dépenser, on n'a pas de temps à dépenser quand on est dans ce genre de choses. Donc il faut aller vite, il faut aller vraiment vite. Ça permet aussi de valider, alors là c'est mon côté producing, valider les premières gates sans problème, etc. J'essaye de mettre des exemples à chaque fois sur ces trucs-là. Ils ne sont pas tous pertinents. Là c'est No Man's Sky, je ne vais pas lui tirer une balle dessus, mais c'est un jeu où ils avaient dit « Ah, il y aura du multijoueur », et puis à la sortie ils ont fait « Ouais, il y en a, mais vous ne le verrez jamais tellement les planètes sont éloignées et tout ça ». Et 2 heures après, il y avait 2 mecs sur la même planète au même endroit, et ils ne se voyaient pas, et ils ont dû dire « Ouais, en fait, c'est pas prêt, c'est pas prêt ». Bah oui, c'est pas prêt, dites que c'est pas prêt. Problème de communication, ça c'est autre chose. Deuxième stratégie, qui est le Theory of Constraint, c'est un vrai truc, je crois, qui est utilisé dans l'ingénierie, qui est globalement la même chose au début. Vous démarrez sur des trucs classiques, faciles, mais sur vos premières milestones, quand vous avez fait les premières core features, vous validez votre online. Ah bah ouais, ça marche, c'est cool, avec le mode easy, ça marche. Ok, check. Pour les prochaines milestones avec les nouvelles features, on va augmenter un petit peu les contraintes. On va augmenter le ping, on va commencer à aller dans les mauvaises connexions, et puis on va répéter ça plusieurs fois, avec à chaque fois des contraintes un peu plus élevées, jusqu'à arriver sur, on va faire que des tests dans la vie réelle, c'est-à-dire on va mettre des serveurs à Londres et puis on va communiquer à chaque fois pour faire nos tests, etc. Ça, c'est vraiment la méthode la plus répandue et qui marche sur à peu près tous les scopes.
Et elle est vraiment cool. C'est celle que je recommande pour la plupart des équipes. Parce que vous pouvez commencer avec une équipe avec des procs qui ne sont pas forcément super balèzes. Ça devrait bien se passer. Et les premiers pépins, ils vont les encaisser pendant la prod. Et vont pouvoir rattraper. Et à la fin, vous aurez une équipe qui a gagné de l'XP sans se prendre trop de stress en disant « Oh mon Dieu, ça ne marche pas », comme dans le premier truc. Ok. Voilà, si je devais citer une équipe qui a apexé à mort, l'équipe de Riot qui s'occupe de League of Legends, vous avez des super devlogs sur les choses qui ont évolué au fur et à mesure. Allez les lire, c'est super intéressant. Et le dernier, c'est justement une fois que vous avez votre super équipe, que vous avez développé les super tools, etc. Stratégie que j'ai dit overpowered. Vous avez tout. Donc vous démarrez avec des contraintes de ouf. Vous mettez tous les potards à fond. Allez, on y va, on va mettre des connexions pourries, on va tout tester avec des connexions réelles, etc. Bon, bien évidemment, ça ne marche que si vous avez de l'XP, etc., etc. Donc sur des franchises avec des moteurs bien maîtrisés, c'est impeccable. Okay. Forcément, il y a assez peu de risques que vous n'allez pas shipper sur ce truc-là. Okay. Et bien évidemment, ça vous coûte le plus cher. Parce qu'il y a des seniors, parce que c'est des gens que vous avez depuis longtemps dans votre boîte et que vous voulez les garder, etc. etc. Alors, pour citer, je crois que le meilleur exemple, c'est justement tout ce qui est moteur propriétaire qui fait du online depuis des années, genre Doom Eternal qui est basé sur l'ID Tech 7, pour être précis. C'est déjà c'est la même boîte, c'est le même moteur qui a évolué, qui a fait Quake 2 et Quake 3 et Doom, qui étaient déjà des super moteurs. Donc forcément, on peut imaginer que c'est pas trop compliqué pour eux. Et il y a une dernière stratégie. Histoire de vous donner le truc, je vais appeler le cheat. Vous le filez à quelqu'un d'autre. Voilà, vous filez à la patate chaude, vous le filez à quelqu'un d'autre. Alors ça marche que dans un seul contexte, c'est si vous avez un jeu qui est solo et vous avez une partie online, bien évidemment. Sinon ça va très mal se passer. Attention, cela dit, c'est pas magique. Ça peut être super difficile à faire parce que vous avez une séparation entre votre équipe qui va avancer sur le solo et l'équipe multijoueur. Et normalement, l'équipe multijoueur, elle va essayer de rattraper, voire dans certains cas, elle va faire leur solo, c'est tout pour eux, on va tout refaire. Hein, c'est déjà arrivé. Ça n'a pas trop été bruité, mais c'est déjà arrivé. Okay. Et souvent, ce genre de jeu, on a une expérience multijoueur qui est différente. Le gameplay est différent, on a des trucs différents, etc. Je peux vous recommander notamment pour ce truc-là sur la série des Assassin's Creed, par exemple, qui a été créé par les studios Ubisoft Annecy était reconnu pour faire toutes les parties multijoueurs de tous les jeux Ubi, notamment les Splinter et les Assassins. C'était les studios Montréal et Shanghai et encore un autre qui bossaient sur les parties solo, et eux se coltinaient toute la partie multijoueur. C'était vraiment externalisé et ils étaient balèzes là-dedans. Okay. Des petits tips ensuite, pour finir. Le cut. On va aborder les sujets un petit peu dramatiques. Vous êtes en prod et ça se passe mal. Vous n'êtes pas dans les timings. Vous coupez. Vous coupez. C'est difficile. Il y a des gens qui se sont investis dedans. Vous avez votre prog online qui ne sert plus à rien. Donc oui, c'est difficile. Mais il vaut mieux ça que de rien shipper derrière. Donc prenez la responsabilité et faites-le. N'oubliez jamais que le temps que vous allez gagner à faire ce truc-là. Ok ? Aller, entre guillemets, chouiner auprès des éditeurs pour avoir de la rallonge. On peut le faire quand on a un studio qui est un peu imposant ou qui a déjà des trucs. Quand on est un peu récent, c'est très difficile à faire. Donc, mettez pas votre projet en danger à cause de ça. Surtout, déculpabilisez-vous. Ça arrive tellement souvent. Alors, le problème, c'est que je peux absolument pas vous citer de nom. Voilà, NDA, mais le fait est que 20 ans dans une boîte, j'ai des collègues à peu près partout, et le nombre de projets où on m'a dit « Ah, on a annulé le online parce qu'il fallait choisir entre deux features, et on a cuté le online », j'en ai plein d'exemples, malheureusement. Okay, donc déculpabilisez-vous, ça arrive. Ça fait partie du métier de producteur, hein, d'ailleurs. Il faut savoir faire ce genre de choses. Si je veux donner un exemple, lui, il n'a pas été cuté, mais il a été décalé. Halo Infinite, il est sorti avec pas de coop online, alors que c'est un des fondamentaux de la franchise. Ils ont dit, non, on n'y arrivera pas, donc on va le sortir. Et 1 an plus tard, ils ont sorti le coop online. Okay, ce qui m'amène, en conclusion, à mon deuxième type.
en vrai, vous avez fait la première stratégie. Genre, vous avez sorti un jeu online, mais ça se passe mal. Ça se passe mal parce que, oui, oh mon Dieu, vous aviez prévu 1000 joueurs et il y en a 100 000. Oui, ça va mal se passer, globalement. C'est pas grave. Tanquez le truc. Déjà, vous avez réussi à shipper votre projet. Oui, il y a des problèmes. Vous allez les régler. Et là, je parle vraiment aux producteurs d'entre vous, au futur. Laissez votre équipe bien gérer. Soyez vraiment tranquille. Ne les stressez pas. Allez voir pour tous les autres. Des petits trucs que je vais mettre après. Soyez transparent avec votre communauté. Oui, ça marche mal. Et alors, le meilleur exemple actuellement, c'est Helldivers. Helldivers 2 qui vient de sortir. Ils vont arriver. Ceux qui ont suivi la sortie, ça se passe mal. Ils n'avaient pas prévu autant, il y a eu énormément de problèmes. Et la communication qu'ils ont eue a été super, je trouve. Du point de vue que j'ai vu sur certains réseaux sociaux, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais genre le PDG de la boîte a dit, déjà on va laisser dormir l'équipe. Je pense qu'ils l'ont mérité. Ensuite, je vais pas les pousser pour dire allez plus vite. Ils vont pas aller plus vite parce que je suis derrière pour dire allez plus vite, clairement. Donc la communication pour moi était bonne sur Helldivers 2 et ils sont en train de sortir un petit peu de la panade et c'est cool parce que le projet est vraiment sympa. À l'inverse, comme les petits liens en vert, c'est des gens qui ont mis leur expérience. À l'inverse, Dauntless, que je connaissais pas, la personne, donc Christina, a expliqué un petit peu comment ça s'était passé. Ils ont eu le même problème qu'Helldivers, mais eux, ça s'est vraiment très très mal passé. C'était très difficile à vivre pour l'équipe. Et le dernier, pour vraiment déculpabiliser à mort, Blizzard. Blizzard, est-ce qu'il y a une sortie de jeu où ils ont déjà réussi à pas avoir des problèmes techniques réseau? Je sais pas. Ils ont créé des mèmes, la fameuse erreur 37, si ça rappelle des choses à quelqu'un. Ils ont sorti Diablo 3 avec des énormes problèmes pendant plusieurs jours. On rappelle que pendant 4, 5, 6 ans avant, ils géraient World of Warcraft. Normalement, ça devrait bien se passer. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Okay. Et le dernier petit point, mais ça c'est vraiment pour faire un petit clin d'œil plutôt sur une boîte que j'estime, mais pas pour tout, qui ont eu beaucoup de courage cette année, c'est de carrément dire on arrête de faire des jeux online. C'est trop cher. Donc c'est Naughty Dog qui a fait ça cette année. Allez Naughty, allez hop là. Ils ont fait un magnifique petit truc en disant on sait faire des jeux solo, nous on fait des jeux solo quali, donc pourquoi on s'embête à dépenser énormément de ressources à faire du online alors qu'on pourrait se concentrer sur faire du solo? Bravo les mecs. Alors, est-ce que c'est de la paillette et tout ça pour cacher que ça se passe très mal, etc. Je rentrerai pas dans les débats. En tout cas, le fait qu'ils ont fait un choix clair, moi je trouve ça admirable. Voilà, j'ai fini la conf. J'espère que je suis pas trop à la bourre, pas un petit peu. La boucle est bouclée pour le petit truc parce que je finis ma carrière de prof et j'ai commencé. Ça, c'est une photo de moi quand j'ai commencé à travailler sur mes premiers cours online avec mon premier chien qui aujourd'hui il est parti. Donc la boucle est bouclée. Et si vous aviez des questions et si on a le temps, je ne sais pas, je pourrais éventuellement, si vous en avez, en répondre. Est-ce qu'on a le temps ?